Parfois, ce n'est pas la peur de se tromper qui nous paralyse, c'est la peur de changer pour de vrai. Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, nous analysons la pleine lune du 5 novembre à 13 degrés du Taureau, placée sur l'axe 2-8, l'axe de la stabilisation et de la transformation. Le thème de cette lunaison présente un ascendant en Verseau avec un poisson intercepté en maison 1 et les premiers degrés du bélier également interceptés dans cette même maison. Cette pleine lune met en évidence un paradoxe clair. Le besoin de sécurité, porté par la lune en taureau en maison 2, se confronte à un appel à la transformation profonde, porté par le soleil en scorpion en maison 8. On voit d'un côté la recherche d'apaisement, d'ancrage et de cohérence interne, et de l'autre une exigence de dépouillement, de remise en question, mais aussi, vous allez le voir, de lucidité. Ce ciel interroge notre rapport à l'action. Il met en lumière une croyance très répandue qui consiste à se dire « je vais d'abord me réparer, je vais d'abord tout comprendre, je vais d'abord trouver ma sécurité et ensuite j'agirai ». Or, ici, le message est différent. Le thème de cette pleine lune suggère que l'attente et l'inertie ne résolvent rien. Il montre au contraire que c'est le mouvement lui-même qui clarifie, qui stabilise, mais aussi qui redonne du sens. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de soutenir mon travail et de permettre à d'autres êtres humains de découvrir la chaîne. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de la pleine lune en taureau. Dans cette pleine lune, la lune en taureau se place donc en maison 2, un secteur lié à la sécurité, aux valeurs, mais aussi à l'équilibre émotionnel. Ici, le besoin d'apaisement et de stabilité est très marqué. Il s'agit de retrouver des repères concrets, de se sentir en sécurité intérieurement ou de rétablir un lien solide avec la matière, mais aussi le réel. Cependant, cette recherche de stabilité se confronte à un élément essentiel. La maison 2 débute en bélier, un signe d'action et d'initiative. Autrement dit, la sécurité ne peut pas venir de l'attente ou du contrôle, mais de l'action. Elle se construit à partir du mouvement, pas de la rétention. Pourtant, les premiers degrés du signe du bélier se trouvent interceptés dans la maison 1, dans la continuité de l'interception en poisson. Ceci fragilise l'élan initial. On veut bâtir, on sent le besoin d'agir, mais quelque chose freine l'impulsion naturelle. Le mouvement reste intérieur, retenu, comme si l'on devait d'abord se sentir prêt avant de passer à l'action. Le maître de cette maison 2, donc Mars, se trouve en Sagittaire dans la maison 9 et il est conjoint à Mercure. Cela donne une coloration particulière à la notion de stabilité. Ici, elle dépend d'une quête de sens. Mars agit non pas par instinct ou compétition, mais par conviction. Il veut comprendre pourquoi il agit et s'assurer que son mouvement a une direction claire. La conjonction à Mercure renforce ce besoin d'intellectualiser, de donner une cohérence au geste avant de le poser. Tous deux sont maîtrisés par Jupiter, qui gouverne à la fois évidemment le signe du Sagittaire, mais aussi la maison 9. Jupiter devient ainsi un pilier central de cette lunaison. Il impose sa logique de sens, de croyance et de vision d'ensemble. Mais Jupiter a aussi tendance à tout amplifier. Dans ce thème, il pousse à croire qu'il faut d'abord tout comprendre, tout analyser, voire tout guérir avant d'agir. Et c'est là que réside le paradoxe majeur. La sécurité qu'on cherche à atteindre se trouve justement dans le fait d'avancer, pas dans la préparation. Ou tout du moins, très certainement que nous sommes bien suffisamment préparés. La chaîne de maîtrise de cette carte illustre assez bien ce mouvement. La maison 2, donc, avec une cuspide en bélier, maîtrisée par Mars, qui se trouve en Sagittaire en maison 9, maîtrisé lui-même par Jupiter, qui est en Cancer en maison 6, Jupiter, donc, qui est maîtrisé par la Lune, et la Lune, quant à elle, est maîtrisée par Vénus, qui se trouve en Balance en maison 8. Cette succession raconte un processus de croissance intérieure. Comprendre, donc Mercure, croire, Jupiter, puis incarner et stabiliser. Ça, c'est la Lune et Vénus. Le piège serait de rester bloqué dans les deux premières étapes, à chercher encore plus de sens au lieu d'expérimenter.
Or, le ciel invite à l'inverse, à cesser d'attendre la perfection et à reconnaître que la compréhension se construit en chemin. Cette pleine lune met en lumière un processus de transformation majeur porté par trois acteurs principaux: le Soleil en Scorpion, Mars en Sagittaire et Pluton en Verseau. Mars et Pluton étant évidemment les maîtres du signe du Scorpion, mais aussi de la maison 8. Ensemble, ils dessinent le mouvement de fond de cette lunaison, celui d'une mue intérieure qui ne peut plus se contenter de comprendre, mais qui doit désormais s'incarner. Jetons un œil donc sur le Soleil en Scorpion. Positionné en maison 8, il illustre un appel clair à la transformation. C'est une énergie de dépouillement, de lucidité, d'intensité émotionnelle. Elle invite à se confronter à ce qui, en soi, doit être transmuté, sans faux semblant. Maison 8. Cette position parle de vérité et d'authenticité, même, je dirais, et surtout lorsqu'elle dérange. Soleil carré à Pallas, mais aussi à l'ascendant en Verseau. Cela montre une tension entre la compréhension intellectuelle et la perception intuitive. Le mental cherche à tout analyser, à tout expliquer, là où le processus de transformation demande de lâcher le contrôle. Le trigone au nœud nord en Poisson, intercepté en maison 1, apporte une voie de sortie. Il relie cette transformation à une réconciliation spirituelle. Il s'agit d'apprendre à faire confiance, à sentir plutôt qu'à comprendre, à se laisser guider par la foi plutôt que par le contrôle et la maîtrise. C'est ce qui carré Neptune rétrograde regarde au 29e degré, toujours en Poisson. Ça peut créer un certain flou, voire une désorientation, mais passagère. Ce brouillard n'est pas une erreur, il précède souvent la clarté. Enfin, le carré au descendant, regarde qui est en conjonction exacte à la part de fortune en Lion, souligne l'importance de retrouver sa lumière sans dépendre du regard de l'autre, maison 7. L'estime personnelle ne peut plus reposer sur la validation extérieure. Et c'est pas une validation, je dirais, lambda. Tu vas voir, je vais développer. Le soleil doit cesser de vouloir comprendre pour accepter d'être transformé. Mars, donc, je te l'ai déjà dit, maître de la cuspide de la maison 2 et co-maître du soleil, évidemment, qui se trouve en Scorpion en maison 8, se trouve donc en Sagittaire, conjoint à Mercure. Cette configuration renforce l'idée que l'action doit désormais être porteuse de sens. Mars ici agit par conviction. Il cherche la cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il croit et ce qu'il fait. L'opposition à Uranus rétrograde en Gémeaux, maison 3, crée un choc entre la pensée rationnelle, héritée évidemment de nos schémas anciens, et les fulgurances mentales ou intuitives qui surgissent soudainement. Uranus. C'est une tension forte entre logique et révélation. Le trigone à Cérès rétro et à Neptune rétro évoque la compréhension du manque, la manière dont on a été nourri, parfois de façon insuffisante ou tout du moins déséquilibrée, et la possibilité de se nourrir autrement aujourd'hui. Le sextile à Pluton renforce cette dimension d'évolution intérieure. On comprend pourquoi on agissait d'une certaine façon et on peut désormais agir autrement, de manière plus consciente. Mars cherche la cohérence du sens, pas la domination. Regardons maintenant Pluton. Pluton, maître donc du Soleil et de la maison 8 ici, occupe donc la maison 12 en Verseau. C'est un placement de démantèlement profond, celui des images héritées, des idéaux figés et des structures mentales collectives qui ont façonné l'identité. Pourquoi façonner l'identité? Parce qu'ensuite la cuspide de l'ascendant se trouve en Verseau. Il symbolise un nettoyage karmique majeur en maison 12, la fin d'un cycle où l'on pensait devoir correspondre à une idée, à un modèle, ou tout du moins à un rôle transmis par la société ou par la famille. Ici, Pluton ne détruit pas pour punir, non, il cherche à révéler la vérité intérieure, celle qui existe en dehors des représentations. Il déracine les croyances anciennes pour permettre une conscience plus libre, mais aussi plus personnelle. Dans cette pleine lune, Neptune et Jupiter agissent comme des guides. Ces deux planètes parlent de foi, de confiance, de sens et de ce qui dépasse la compréhension immédiate, je dirais même la compréhension humaine. Leur rôle est essentiel car elles offrent la possibilité de replacer les événements dans une perspective beaucoup plus large, plus spirituelle. Neptune ici clôt un cycle. Il est donc au 29e degré des Poissons, toujours intercepté. Cette position traduit une fin de cycle spirituel où la foi semble brouillée, incertaine, souvent vacillante.
Ce n'est pas une perte, mais une phase de réajustement. La foi n'est pas morte, elle se redéfinit autrement. Le trigone à Mars et le sextile à Pluton créent une ouverture subtile. Il devient possible de comprendre le sens caché du manque. Là où il y avait frustration ou vide, on découvre un enseignement. Le manque cesse d'être une punition pour devenir un repère, une boussole intérieure. Le semi-carré à la Lune et le sesquicarré au Soleil montrent cependant une étape de désorientation nécessaire. Avant la clarté, il faut accepter une phase de flou. Neptune dissout les certitudes, les repères habituels et pousse à trouver la confiance autrement, non plus dans la logique, mais dans le ressenti. La foi renaît quand on accepte de ne plus chercher à tout comprendre. Jupiter occupe donc la maison 6 en Cancer. Il est donc maîtrisé par la Lune pour le signe du Cancer, mais aussi par Mercure pour la maison 6. Son rôle est particulièrement fort dans cette lunaison. Il maîtrise à la fois Mars, Mercure en Sagittaire évidemment, il est lui-même maîtrisé par Mercure. Il devient ainsi, quelque part, la clé de voûte de la cohérence intérieure. En maison 6, Jupiter cherche à donner du sens au quotidien, à la routine, au travail sur soi aussi. Il pousse à incarner les principes spirituels dans les gestes simples, dans la vie de tous les jours. Le carré à Vénus et à Chiron révèle cependant une confusion très fréquente, celle de vouloir soigner ou réparer les autres pour trouver sa propre valeur. Il faut veiller à ne pas confondre amour et service, soin et dévotion. Le trigone à Saturne apporte un équilibre. Il permet de poser des limites, de retrouver une forme de rigueur, une discipline qui soutient sans chercher à enfermer. On ne guérit pas avant d'avancer, on guérit en avançant. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur Vénus, parce que ici, Vénus nous parle de dépendance à l'image. Donc, Vénus se trouve en Balance en maison 8, et c'est elle qui relie les fils essentiels de cette lunaison. Elle maîtrise la Lune en Taureau, la maison 2 de la sécurité, mais aussi la maison 7 des relations. Elle maîtrise également la Vierge interceptée et le début évidemment de la Balance qui se retrouve également interceptée au même titre et bien que les premiers degrés du Bélier en face. Autrement dit, tout ce qui touche au lien, à la valeur personnelle, à l'amour, mais aussi à l'équilibre, passe ici par elle. En maison 8, Vénus entre dans un territoire de crise, celui où l'harmonie apparente ne suffit pas. Ce placement oblige à descendre sous la surface du lien, à traverser les zones d'inconfort et à faire tomber les masques pour accéder à un amour plus vrai, plus incarné. Mais cette transformation ne se fait pas sans tension. En carré à Pluton en maison 12, qui la maîtrise, Vénus subit une véritable purge affective. Le masque de perfection tombe, les stratégies d'adaptation, les postures d'harmonie, tout ce qui servait à être aimable, acceptable, ne fonctionne plus. L'opposition à Chiron en 2 met en lumière la blessure de valeur personnelle qui en résulte. On découvre que l'image qu'on s'efforçait de maintenir servait surtout à compenser un sentiment d'insuffisance plus profond. Les quinconces à Neptune et Uranus, tous deux rétrogrades, traduisent la tension entre l'idéal et la liberté d'être. On veut bien faire, on veut faire juste, mais l'âme réclame d'être libre, même au prix de déplaire. Enfin, le carré à Jupiter en maison 6 vient amplifier la confusion. On mélange amour et soin. On croit parfois qu'aimer, c'est sauver ou réparer. Petit syndrome de l'infirmière qui se balade ici. Cette configuration pousse à redéfinir la manière dont on donne et dont on se donne aussi. Maison 8. Symboliquement, cette Vénus en maison 8 parle d'une dépendance à l'image plus que d'une dépendance affective. Ce n'est pas l'attachement à quelqu'un ici, mais l'attachement à une idée du bien, à une idée du beau, du juste. Une norme héritée, apprise, transmise, parfois sacralisée. Avec le poisson intercepté en maison 1, l'identité elle-même est imprégnée de ses croyances inconscientes. On a vécu selon un idéal collectif, un modèle de ce qu'il fallait être. Pluton en Verseau maison 12 vient détruire ce rêve collectif pour révéler ce qui, en dessous, est réellement vivant. La Vénus en Balance dévoile la fausse harmonie, celle qui évite le conflit au lieu d'affronter la vérité. Tandis que la conjonction Mars-Mercure en 9 ouvre une quête de sens, comprendre pourquoi cette image s'est imposée et surtout comment s'en libérer. On découvre qu'on a vécu selon une idée du bien, du beau, mais que ce n'était pas soi. Cette découverte ne provoque pas forcément une rupture extérieure. Néanmoins, elle marque une rupture intérieure, profonde
irréversible, celle où l'on cesse de vouloir être parfait pour redevenir vrai, parce que de toute manière, on n'en peut plus. Uranus, maître de l'ascendant Verseau, occupe ici donc la maison 3, dans le signe des Gémeaux, et il est en état de rétrogradation. C'est une position qui donne une intelligence fulgurante, rapide, intuitive. Je vous l'ai déjà dit, les Uranus en maison 3 sont des Uranus extrêmement intelligents et très souvent visionnaires, mais souvent malheureusement mal compris, voire perçu comme trop en avance sur son temps. Uranus en maison 3 ne pense pas comme les autres, il capte avant de raisonner. Il relie les idées par association soudaine, par éclair de conscience, ce qui peut créer autant de génie que de confusion, si l'on tente de rationaliser ses intuitions avec des outils, je dirais, classiques, des outils de pensée classiques. L'opposition exacte à Mars, qui est en conjonction à Mercure, donc qui maîtrise ici Uranus, qui se trouvent tous deux en Sagittaire en maison 9, accentue cette tension entre l'intuition immédiate, donc ça c'est Uranus en 3 en Gémeaux, et la logique structurée, ça c'est Mercure en Sagittaire. D'un côté, Uranus produit des révélations spontanées, souvent justes mais très déroutantes. De l'autre, Mars et Mercure cherchent à comprendre, à conceptualiser, à donner un cadre. Le conflit entre les deux peut générer un sentiment d'instabilité mentale, voire de doute constant. Je sens que c'est juste, mais je ne peux pas l'expliquer. Et donc, si je ne peux pas l'expliquer, comment puis-je être certain ou certaine que ce qui me vient est vrai? En gros, ces fulgurances sont si vraies qu'on doute d'elles, parce qu'elles peuvent sembler ubuesques. Uranus en maison 3 invite à repenser la genèse même de la pensée. Il pousse à comprendre pourquoi l'on croit qu'il faut bien faire, même pourquoi on croit que c'est comme ça qu'il faut bien faire, pourquoi l'on cherche à tout justifier, à tout rendre logique. Dans ce thème, il agit comme un catalyseur de conscience. Il détruit les modes de pensée hérités, ceux qui nous ont appris à chercher la conformité avant la vérité. Sa rétrogradation amplifie ce mouvement intérieur. Penser autrement devient un acte de libération, un moyen de retrouver une authenticité mentale, mais aussi ici spirituelle. Cette pleine lune en Taureau met en lumière donc un paradoxe essentiel. On cherche à stabiliser quelque chose de profondément instable parce que la base sur laquelle on s'appuie n'est pas la nôtre. Le thème révèle une volonté de construire à partir d'une image héritée du bien, du juste, du correct, une représentation collective de la réussite, du couple ou du bonheur, mais qui ne correspond plus à notre vérité intérieure. Les interceptions traduisent cette tension. La foi, en Poisson, l'action, en Bélier, ne circulent pas librement. On voudrait croire et agir, mais quelque chose dans le conditionnement collectif ou familial freine le mouvement. Vénus en 8 et Pluton en 12 poursuivent le travail de fond. Elles nettoient les illusions collectives, détruisent les faux repères, déconstruisent les modèles qui ont façonné notre manière d'aimer, de penser, d'agir, mais de se nourrir aussi. Émotionnellement, spirituellement, énergétiquement. C'est une désillusion nécessaire, un dépouillement qui permet de se recentrer sur la vérité vivante plutôt que sur l'image figée. Le processus de transformation ici est plutôt clair. Mars et Mercure questionnent le sens du conditionnement. Pourquoi avons-nous agi ainsi? Et au nom de quoi? Uranus en tension avec eux vient secouer la pensée, bousculer la logique et révéler une autre forme d'intelligence, plus intuitive, mais surtout plus libre. La Lune en Taureau enseigne la paix simple, celle qui se trouve dans la présence concrète et non dans la maîtrise. Jupiter en Cancer rappelle que le chemin lui-même est guérison, que l'expérience vaut autant que la compréhension, si ce n'est plus, la compréhension venant de l'expérience. La révélation de cette lunaison est très profonde. Il ne s'agit pas d'une dépendance à l'autre, mais d'une dépendance à l'image, celle d'un moi idéal, d'un amour parfait, d'une vie conforme à ce que l'on croit devoir atteindre. La stabilité authentique ne naît pas du contrôle, mais du lâcher-prise sur la perfection. C'est quand on cesse de vouloir tout réparer, de devenir un être parfait, qu'on retrouve la vraie force d'avancer. Enfin, cette carte offre une sortie lumineuse. Le soleil en trigone au nord restaure la foi. Vénus en quintile à la part de fortune réhabilite la joie du cœur. Et Uranus rétrograde apporte l'éclair de conscience qui permet de penser enfin autrement. Cette pleine lune en Taureau met en lumière une illusion subtile, celle de croire qu'il faut d'abord guérir pour avancer, d'abord comprendre pour agir. Elle rappelle au contraire que c'est le mouvement qui soigne, que c'est l'expérience qui éclaire, que c'est
l'action qui libère. L'inertie n'est plus une précaution, mais une fuite déguisée en prudence. Le sens ne se trouve pas avant les chemins, il se révèle en marchant. Nous arrivons à présent aux maisons par maison. Avant de passer à cette section, je t'invite à regarder dans ton thème natal où se situe le 13e degré du Taureau, puisque c'est le degré exact de cette pleine lune. La maison dans laquelle il tombe te montrera le domaine de vie directement activé par cette lunaison. Là où cette thématique du mouvement, de la stabilité ou du fait d'attendre d'être prêt avant d'agir vient te toucher personnellement. C'est parti. Maison 1. Ici, on croit souvent qu'il faut d'abord devenir fort, sûr de soi ou aligné avant d'oser. Mais derrière cette volonté de confiance, il y a souvent une peur bien plus intime, celle de décevoir, de ne pas être à la hauteur de l'image qu'on donne. On veut incarner le courage, la clarté, la maîtrise aussi, mais à force de vouloir être prêt, on finit par s'immobiliser. Cette maison rappelle que la confiance n'est pas un état à atteindre, c'est une conséquence du mouvement. C'est en marchant qu'on apprend à se tenir debout, pas avant. Maison 2. Cette maison pousse parfois à croire qu'il faut d'abord avoir avant d'oser être. On attend la sécurité, la reconnaissance ou une situation idéale pour se sentir légitime. Mais derrière cette attente, il y a souvent la peur de perdre l'image de stabilité qu'on s'est construite, celle de la personne solide, raisonnable, fiable, qui maîtrise ses bases. Alors on retient le mouvement, par peur que bouger fasse tout s'effondrer. Pourtant, la vraie stabilité ne vient pas de ce qu'on possède, mais de la confiance en son propre mouvement, même quand tout semble incertain. C'est ce premier pas, parfois certes bancal, qui recrée la solidité qu'on croyait devoir attendre. Maison 3. Ici, on croit souvent qu'il faut tout comprendre, tout ordonner avant d'oser s'exprimer. Mais cette prudence cache autre chose, la peur d'être vraiment perçu, la peur de montrer ce qu'on pense pour de vrai. On veut donner une image cohérente, maîtrisée, intelligente. Et à force de vouloir bien dire, on ne dit plus rien de vivant, on ne dit plus rien du tout. Cette maison parle du courage d'assumer sa voix, pas de la perfection du discours. Ce n'est pas le mot juste qui libère, c'est la parole sincère. Maison 4. Cette maison parle de nos racines, de ce qui nous a construits, ou parfois de ce qui nous a blessés. On croit souvent qu'il faut d'abord faire la paix avec son passé pour pouvoir avancer sereinement, comme si comprendre ou pardonner était la condition pour se sentir libre. Mais certaines histoires ne se réparent pas. Elles se transforment quand on cesse de les porter comme un devoir. Il ne s'agit pas de réparer la famille, ni d'en être digne, mais de choisir ce que l'on garde et ce que l'on laisse. C'est en construisant un cadre différent, à sa manière, que la paix finit par s'inviter d'elle-même. Maison 5. Ici, on retient souvent ces élans parce qu'on confond stabilité et immobilité. On a peur de tenter quelque chose de nouveau, un projet, une passion, un amour, de peur de tout déranger, de passer pour quelqu'un d'instable ou d'inconstant. Mais cette maison rappelle qu'on peut être solide tout en changeant, fidèle tout en évoluant. Créer, aimer, s'exposer, ce n'est pas perdre sa sécurité, c'est lui donner un sens, le sens du vivant. La vraie constance n'est pas dans le contrôle, mais dans la confiance qu'on garde en avançant. Ose créer, ose accepter de nouveaux challenges, entreprendre de nouveaux projets. Cette pleine lune est réellement là pour t'y aider. Maison 6. Ici, on cherche souvent à tout maîtriser. Les horaires, les repas, les routines, comme pour se prouver qu'on tient debout. Mais cette discipline devient parfois un refuge, un moyen de donner l'image d'un quotidien solide, alors qu'à l'intérieur, c'est pas si solide. Cette pleine lune rappelle qu'il ne s'agit pas de tout contrôler, mais d'apprendre à relâcher sans peur que tout s'écroule. Parce que tu sais, la vie déteste le vide. Si tu lui laisses un peu d'espace, elle le remplira d'elle-même, de quelque chose qui allège, qui éclaire, qui remet du souffle et de la vie là où tu t'étais enfermé. Maison 7. Ici, on croit souvent qu'il faut d'abord tout comprendre de soi avant d'aimer. On attend d'avoir guéri ses blessures, réglé ses peurs, trouvé la bonne version de soi, comme si la relation était une récompense pour ceux qui ont fait le travail.
Mais cette pleine lune rappelle qu'aucune thérapie, aucun recul ne remplace l'épreuve du lien. C'est dans la relation que les vraies zones d'ombre se révèlent et c'est à deux qu'on apprend à les traverser. L'autre ne vient pas combler, il vient révéler. Et c'est souvent dans cette confrontation, parfois inconfortable, que commence la vraie réparation. Aimer, ici, ce n'est pas attendre d'être prêt, c'est accepter que la rencontre fasse partie du chemin de guérison. Maison 8. Ici, on veut souvent comprendre avant de ressentir. On se dit qu'en analysant ses ombres, en travaillant sur soi, on finira par guérir sans trop se salir. Mais cette pleine lune rappelle que la transformation ne se pense pas, elle se vit. La maison 8 demande de descendre dans ce qu'on fuit, la peur, la perte, la honte, la vulnérabilité aussi. Tant qu'on garde le contrôle, on reste à la surface. Ce n'est pas en disséquant la douleur qu'on la traverse, mais en acceptant de la laisser nous traverser, en acceptant de la ressentir. C'est là, dans cette traversée brute, que quelque chose se réorganise. Pas dans la lucidité, mais dans le vécu de l'expérience. Tant qu'on cherche à se protéger, on reste figé. C'est en baissant la garde que la vraie métamorphose commence. La transformation n'a jamais lieu derrière une armure. Elle commence quand on accepte d'être touché. Maison 9. Ici, on cherche souvent le sens avant de bouger. L'idée juste, la grande vérité, le pourquoi qui justifierait tout. Mais cette recherche cache parfois une peur, celle de se tromper, d'être incohérent, de perdre l'image de quelqu'un de sage ou de cohérent. On veut comprendre avant d'avancer, alors que c'est justement l'expérience qui révèle le sens. Les grands principes, les valeurs spirituelles, les grandes leçons de vie n'ont de poids qu'une fois vécues, pas avant. Tant qu'ils restent dans la tête, ils rassurent, mais ils ne transforment pas. Et c'est souvent quand on ose agir sans comprendre, sans certitude, que la compréhension se déploie naturellement, comme une évidence. La maison 9 rappelle que la vraie sagesse ne brille pas dans les discours, mais dans la façon dont l'expérience rend enfin réels les concepts qu'on pensait maîtriser. Parce que c'est en confrontant nos grandes idées au réel, à la matérialité du monde, qu'on finit par en saisir le vrai sens. Maison 10. Ici, on veut réussir avant d'être vu, prouver avant d'exister. On rêve d'une image solide, cohérente, d'un rôle qu'on maîtriserait parfaitement avant même de l'endosser. Mais derrière cette exigence se cache la peur du jugement, la peur de ne pas être assez pour le regard du monde. La maison 10 rappelle pourtant que la légitimité ne précède pas l'expérience. Elle se construit à mesure qu'on agit. On ne devient pas crédible parce qu'on se montre parfait, mais parce qu'on se montre présent. Et c'est souvent dans la maladresse, dans les débuts hésitants, que naît la vraie autorité, celle qui ne repose plus sur l'image, mais sur l'incarnation. La vraie réussite n'est pas de paraître accompli, mais d'oser être vu en train de le devenir. Maison 11. Ici, on attend souvent de trouver les siens avant d'oser se montrer. On veut s'assurer qu'il existe quelque part un groupe qui nous comprendra, un cercle qui nous accueillera tel qu'on est. Mais derrière cette attente, il y a une peur, celle de ne pas correspondre, de ne pas être reconnu, de ne pas faire partie. Alors on se retient, on se modèle un peu, on s'adapte à l'image qu'on croit devoir renvoyer pour être accepté. Mais la maison 11 nous rappelle que l'appartenance ne précède pas l'expression de soi, elle en découle. C'est en assumant pleinement sa singularité qu'on attire naturellement ceux qui résonnent avec elle. On ne trouve pas sa place en cherchant un groupe auquel appartenir, mais en osant être soi dans un monde qui valorise la conformité. Les bonnes personnes arrivent toujours après avoir eu le courage d'avoir été soi. Maison 12. Ici, on cherche souvent à atteindre la paix parfaite, la pureté, la sagesse, comme si la lumière ne pouvait exister qu'en l'absence d'ombre. On veut être apaisé, détaché, au-dessus des émotions, parce que l'image du chaos fait peur. Mais cette image du sage immobile n'est qu'une illusion spirituelle, une tentative de contrôle déguisé en élévation. Et à force de vouloir maîtriser ce qu'on ressent, on finit parfois par s'éloigner de la vie elle-même. La maison 12 rappelle qu'il n'y a pas de vraie paix sans mouvement intérieur. La paix ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'accueil de ce qui nous traverse, même quand c'est inconfortable.
Et c'est souvent au moment où l'on cesse de vouloir comprendre ou réparer qu'on retrouve une forme de foi tranquille, celle qui ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la certitude qu'on peut les traverser. En conclusion, cette pleine lune en taureau nous le rappelle, la guérison n'est pas une condition avant l'action, ni une image à atteindre. Elle naît du simple fait d'avancer, d'essayer, de se tromper et de recommencer. C'est en marchant, même un peu, que le sens se révèle, que la paix s'installe et que la confiance revient. Parce que c'est dans le mouvement et non dans l'attente que la vie nous enseigne toujours ce qu'on cherchait à comprendre. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je te remercie sincèrement d'être resté jusqu'au bout. J'espère que tu vas bien, que tu trouves ton rythme et puis que tu arrives à garder un peu d'équilibre au milieu de tout ce que ces énergies viennent remuer en ce moment. C'est vraiment une période pas simple. D'ailleurs, enfin voilà, je pense qu'elle elle est simple pour quasiment personne. Je pense vraiment qu'on le sent tous, et chacun à notre niveau, chacun à notre manière. N'hésite pas d'ailleurs toi à me dire en commentaire comment tu vis cette période, comment tu appréhendes cette pleine lune, comment tu la ressens, ou même simplement me dire eh bien comment tu vas. J'aime toujours lire évidemment vos retours. Ça me fait éminemment plaisir d'échanger avec vous. De mon côté, je continue à travailler sur mes nouvelles prestations. Franchement, c'est un vrai défi à tellement de niveaux. Mais bon. Le principal, c'est que ça avance. D'ailleurs, je vais vraiment pas tarder à t'en parler plus précisément. Il est temps de toute manière pour moi de rouvrir mes prestations, mais il était aussi temps de les mettre à jour, ça c'est clair. Mais voilà, c'est en cours. N'hésite pas surtout pour soutenir le podcast à évidemment booster si c'est possible. Je ne sais pas pourquoi, parfois il y a pas l'option booster. Bon, c'est pas grave. En tout cas, si au moment où tu écoutes cet épisode, cette fonctionnalité apparaît, vraiment n'hésite pas à le faire. Ça aide vraiment pour la visibilité du podcast, quoi. Tu trouveras en barre de description eh bien, les liens vers mes formations, la formation La clé d'interprétation pour apprendre à lire ton thème de naissance et puis la méthode, ma formation en astrologie karmique pour comprendre les grandes lignes de ton chemin d'évolution. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont là chaque semaine et qui soutiennent mon travail. Vraiment, c'est très important pour moi et ça me fait chaud au cœur. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Comme toujours, prends grand soin de toi.